Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est la suite du premier épisode de la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi sur cette nouvelle chaîne de podcast Tous des Bichettes. Je suis Damien Launay, coach et psychopraticien et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent se libérer de leur schéma de survie. Et grâce à mon soutien, à mes compétences et à mes outils efficaces, j'aide mes clients à réaliser des changements durables dans leur vie. Je suis hyper ravi et enthousiaste de retrouver Marion Pichardy aujourd'hui, qui fait partie intégrante de la chaîne Tous des Bichettes. Bonjour Damien. Bonjour Marion. Elle habite Bonjour. en Corée du Sud et elle travaille dans le cinéma coréen. Elle est fondatrice et présidente de Bokjunabi. C'est une entreprise bilingue, français-coréen. Elle propose du contenu spécialisé et plus des services professionnels directement depuis le terrain auprès des cinéastes. Voilà. Merci Marion d'être présente aujourd'hui. Tous les deux, on va pouvoir explorer ensemble, voilà, la différence entre l'estime et la confiance en soi. Donc, on va faire une petite synthèse de notre premier podcast qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, c'est la suite. Et puis Ouais. ensuite, on va pouvoir continuer. Du coup, cette synthèse sur la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, c'est que la confiance en soi, elle est directement en lien avec l'expérience qu'on va avoir, l'expérience de l'action, c'est-à-dire que la confiance en soi se construit dans l'action, dans le savoir-faire. Elle est plutôt en lien avec nos compétences. J'aurai confiance en moi si je sais que je sais faire. Et pour ça, eh ben, il faut que je fasse, tout simplement. L'estime de moi, elle est plutôt en lien avec la valeur que je me donne en tant qu'être humain. Est-ce que je me vois comme quelqu'un de valeureux, comme méritant d'être aimé, suffisant, à la hauteur, capable de faire les choses, etc. Voilà, donc c'est en lien avec l'image que je vais avoir de moi, cette valeur que je vais me donner. Et cette valeur que je vais me donner, elle se construit dans l'enfance, hein, du coup, en fonction de est-ce que je me suis senti validé par mon entourage ou plutôt invalidé. Si je me suis senti validé, je vais penser automatiquement que je vais être capable et que je vais être suffisant et que je vais être méritant d'être aimé des autres. Et si je me suis senti invalidé, je vais plutôt penser l'inverse dans ma vie. Voilà la grosse différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et donc, vous avez pu l'entendre à l'instant, cette mauvaise estime de moi, elle peut se construire dans le relationnel qu'on a eu avec notre entourage dans l'enfance. Et bien entendu, le premier relationnel qu'on a, c'est celui avec notre famille. Bien entendu, la plupart du temps, les parents font du mieux qu'ils peuvent hein, avec ce qu'ils ont, avec leurs propres blessures et avec leur propre estime d'eux qui sont parfois bien basses, qui engendrent tout un tas de mécanismes qui vont bien entendu avoir également un impact sur nous. Et donc, on va pouvoir maintenant aller creuser un petit peu plus sur l'estime de soi et le système nerveux. Que voilà, ce que vient de dire Damien, c'est en gros, mais après, il y a énormément de sous-couches, de liens à faire avec tout ça. Donc, on va continuer sur un sujet très, très intéressant, puisque ce qui est vraiment lié à l'estime de soi, c'est justement une dérégulation du système nerveux. Et donc, Damien, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement comment un déficit d'estime de soi peut conduire justement à cette dérégulation du système nerveux? Souvent, on cherche un peu l'œuf et la poule, tu sais, c'est ce truc de est-ce que c'est la mauvaise estime de soi qui engendre une dérégulation du système nerveux? Est-ce que c'est la Voilà. dérégulation du système nerveux qui engendre une mauvaise estime de soi? Et en fait, effectivement, bah, ça se passe un peu en même temps, hein, en fait, hein. C'est vraiment en parallèle. Encore une fois, on revient sur le côté relationnel. Et on peut aussi venir sur, on en avait parlé aussi, j'en ai pas parlé dans la synthèse, mais les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Ces cinq blessures-là, elles apparaissent encore une fois dans le relationnel et donc dans mon groupe d'appartenance familiale. Et donc du coup, ces blessures vont engendrer une insécurité en fait à un moment donné. Cette insécurité qui est affective, on peut bien entendu faire complètement du lien avec les troubles de l'attachement. Ces blessures-là, elles vont engendrer un écart dans le relationnel que je peux avoir avec mon entourage, avec mes figures d'attachement, hein, du coup. Ces figures d'attachement, bah, normalement,
c'est bien nos parents, hein, sauf si j'ai Ok. été élevé par d'autres figures d'attachement, et donc là, ce sera d'autres, bien entendu. Mais à partir du moment où je me suis pas senti validé dans ce que je t'ai profondément et pas dans ce que je faisais, du coup, hein, puisque l'important c'est l'être, c'est pas le faire. Et Mhm. ben du coup, ça va créer une blessure et cette blessure engendre une grosse insécurité affective, comme on a pu le voir. Et cette sécurité, ce manque de sécurité affective va s'engrammer complètement dans mon corps, en fait. Mhm. Mon Et système je... nerveux va le Oui. capter comme un danger de mort absolue à ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux sociaux. Et comme nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de être validés par le groupe, du coup, pour pouvoir nous sentir en sécurité. Ça, on le voit un petit peu partout maintenant, hein, mais si je suis pas aimé de mon groupe d'appartenance, bah, mon risque, effectivement, c'est d'être rejeté, c'est d'être abandonné, etc. Et rien de On ne plus survit pas à insécurité. l'époque, on ne survit pas à l'époque sans l'aide d'un groupe, en Et fait. Je ouais, pense que c'est ça qui complètement. t'essaie de dire, voilà, Allez, oui, notre tout à nature, fait. c'est ça. Mhm. Tout à fait, merci de préciser. C'est qu'effectivement, à l'époque, si je suis rejeté ou abandonné, je suis littéralement en danger de mort. Du Voilà, coup, tout à fait. se Ce qui n'est débrouiller plus le seul dans la cas nature. normalement maintenant. Mais par contre, on a toujours cette Exactement. tendance. Donc Mhm. c'est inscrit à l'intérieur de nous. On peut pas s'en séparer de ça, hein. Ça fait partie bah, de nos gènes d'être humain, d'accord? Sauf que le fait qu'il y ait eu cette insécurité-là et que en parallèle on a commencé à se dire, du coup il faut que je m'adapte aux autres, à mon entourage, pour ne pas être rejeté et ne pas être abandonné. Finalement, ce mécanisme que de s'enlever de la valeur ça pourrait presque être un mécanisme de défense. Si je me Un vois avec de la mécanisme, ouais. valeur, je vais peut-être moins chercher à m'adapter aux autres. Si je m'adapte pas, je risque encore plus le rejet et l'abandon, et donc je suis en danger de mort. Le manque d'estime de soi, finalement, on pourrait dire qu'il intervient un petit peu après l'insécurité que j'ai ressentie, si jamais je vis du rejet ou de l'abandon ou de l'humiliation ou de l'injustice ou de la trahison. Si je m'enlève de D'accord. la valeur, je vais chercher à plus m'adapter aux autres, et cette adaptation-là va me mettre en sécurité, normalement. Voilà. Mais ça va être aussi, du coup, la source de bien du mal-être et de bien des problèmes. Et Exactement. voilà. Et je pense on a oublié de préciser ça aussi. C'est que moi, en fait, je ne suis pas dans le développement personnel, effectivement, mais par contre, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que Damien m'a accompagnée, justement, j'étais l'une de ses patientes. Et en fait, grâce à ces enseignements comme ça, en fait, tout ce qu'on essaie de vous transcrire dans ce podcast, c'est vraiment toutes ces choses, pardon, très, très intéressantes qui, moi, ont vraiment été une révélation pour moi. Ils m'ont permis de voir le monde différemment aussi, de me voir aussi différemment, de comprendre ces mécanismes, de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, de ma tête, ce que j'essayais de faire et pourquoi, et de reprendre, en fait, un peu le contrôle de ça et surtout de pouvoir vivre selon ce que moi, je veux faire profondément, pas selon mes blessures, pas selon par exemple ce que les autres attendent de moi, etc. Donc vraiment de se détacher en fait de tout ce que Damien vient de dire, de se détacher du regard des autres, de ce besoin absolu de reconnaissance pour se sentir bien, pour se sentir accepté, etc. C'est pas une question de vivre complètement isolé ou seul, ou bien complètement à l'inverse de vouloir absolument plaire aux autres. C'est ni l'un ni l'autre. C'est plutôt en fait comme Damien va l'expliquer, je pense après, c'est de pouvoir être soi-même et d'être accepté par les personnes qui acceptent ça de nous, c'est-à-dire qui acceptent qui aime la personne qu'on est. Et à partir de là, on va être heureux, bien évidemment, d'être validé par ce genre de personnes, d'être avec ce genre de personnes. À partir du moment où nous, on sait qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, etc. Ne pas essayer de plaire à tout le monde, parce que déjà, c'est impossible, hein, Damien, ce que tu vas beaucoup répéter. Et donc, en fait, c'est beaucoup lié à ce que Damien vient d'expliquer. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup plus compréhensible quand on comprend aussi la dérégulation du système nerveux. Donc maintenant que tu as posé un petit peu les bases, Damien, est-ce que tu pourrais vraiment nous dire en quoi ça consiste, cette dérégulation du système nerveux, ce qui se passe, et comment est-ce qu'on peut gérer ça, par exemple? Juste avant ça, je veux juste poser un tout petit cadre important aussi parce que on a tendance à dire patient, tu sais, quand moi j'accompagne ou tout ça, mais je n'ai pas le droit de dire que tu as été ma patiente. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi que ça sonne un Voilà. petit peu, C'est ouais. important,
C'est T'as important au raison. cas où, voilà, on est écouté aussi par les hautes sphères, du coup, qui font justement très attention à ça. Donc, voilà, je suis coach et je dois dire que les personnes que j'accompagne sont mes clients et pas mes patients, bien entendu. Voilà, c'est réservé aux médecins et aux psychologues. D'accord, ok. Voilà. Du coup, pour répondre à ta question, effectivement, donc ce système nerveux, c'est notre corps, hein, du coup, hein. Notre corps et notre système nerveux, il est dans tout notre corps. C'est dit dans le nom, c'est nos nerfs, du coup. Donc, ça Mhm. participe à nos perceptions visuelles, auditives, le toucher, le ressenti, les émotions, etc. Donc, vraiment, notre corps ressent les choses et notre corps ressent donc ses blessures, ses insécurités, etc. Et il va y avoir des insécurités qui vont être de l'ordre de perception. Et à partir du moment où il a capté un danger fort à un moment donné dans notre vie, ce qu'il arrive souvent et ce qui n'est pas systématique parce qu'on n'est pas égaux tous sur la gestion de notre système nerveux, il y a des personnes qui vont rester bloquées dans des états de survie. Et ces personnes restées dans des états, bloquées dans des états de survie, vont être très sujettes à leur perception et du coup leur perception erronée. Elles vont capter du danger là où il n'y en a pas. Capter du danger là où il y en a, c'est absolument nécessaire, hein, du coup, à la vie, bien sûr. Mais voilà, capter du danger quand il n'y en a pas, à ce moment-là, ça va générer énormément de mal-être, hein, parce qu'on va être Est-ce dans que, un état est-ce d'alerte, Ouais. Est-ce que constant. tu penses tu peux donner un exemple pour chaque que ça devienne un peu plus concret? Tu vois, entre là où il y a réellement un danger. Donc là, évidemment, c'est facile à comprendre dans le sens où si on est réellement, hein, ça peut arriver, on se fait Mm, agresser ou ce genre de choses. Effectivement, il faudrait quand même être en état d'alerte. Par mm, contre, là où Damien, en fait, disait qu'on a l'impression quelque part que c'est un vrai état où il faut qu'on se défende ou qu'on se sauve, etc., alors que ça l'est pas vraiment. Finalement, c'est dans ces situations où on ressent du rejet, où on ressent de l'abandon. Par exemple, c'est facile à citer, par exemple, dans les relations amoureuses. Hein. Damien, dis-moi si jamais tu veux oui, tout à ajouter fait. quelque chose, mais dans les relations amoureuses, souvent de fois, quand on tient vraiment à quelqu'un, on veut absolument que ça se passe et cette personne nous rejette clairement, et ben on va être dans ce même état d'esprit en fait que quand on veut se sauver d'une situation qui nous met en danger physiquement. Par exemple, quelqu'un qui nous agresserait avec un couteau ou quoi que ce soit. Finalement, c'est similaire ce qui se passe dans notre système nerveux. Mm, tout à fait. Et du coup, par exemple, pour être un petit peu plus factuel, déjà, comment je sais que je suis dérégulé? Oui. Je sais que je suis dérégulé si ma réaction à un événement est proportionnelle à l'événement ou disproportionnée. Par exemple, si je suis dans la rue avec un couteau et que je cours vers toi en criant ton nom, par exemple, et que toi, tu te figes, parce que les états de survie du système nerveux, c'est le figement, c'est la fuite, c'est le combat et l'effondrement. Bon, bah, si t'es dans un des quatre, à ce moment-là, ben, on va dire que c'est régulé, parce que c'est approprié au contexte. Approprié à D'accord? ce qui se passe. Ouais, voilà, C'est c'est ça. complètement approprié. Il y a quelqu'un qui court vers moi avec un couteau en criant mon nom, mais il y a un danger absolument imminent, hein, Ouais. factuellement parlant. D'accord? Par contre, si on est en couple et que je suis sur mon téléphone parce que toi tu es dans la dépendance affective par exemple et que Mhm. tu te sens pas suffisante, pas aimable comme tu es et que tu as besoin de preuves d'amour par exemple sans Mhm. arrêt, dès que tu vas capter que je suis depuis un petit peu trop longtemps sur mon téléphone ou que je n'ai pas répondu assez vite à un de tes messages, par exemple, tu vas le capter comme un danger à ce moment-là. Un danger de il va partir, il va m'abandonner, Je s'il trouve m'accorde pas ennuyeux, ce d'attention, genre de choses-là, quoi. c'est que je suis pas C'est assez ça. importante pour lui, etc. Donc, ben, bien sûr, moi je prends un exemple parce que je suis un homme, donc je prends un exemple féminin, mais ça pourrait être totalement inversé, hein, bien entendu. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ouais, voilà. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? C'est de voir qu'à ce moment-là, la réaction, elle est complètement disproportionnée au contexte, en fait. Si on est Donc, est-ce que rationnel. tu pourrais expliquer un petit peu plus le genre de réaction dont tu parles pour que ce soit vraiment clair? Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Peut-être que juste
voir que ma réaction, je fais venir je prends du recul sur la situation, et en prenant du recul, est-ce que je peux me poser la question, par exemple, est-ce que je suis littéralement en train, est-ce qu'il est littéralement en train d'y avoir un danger? Ou alors, qu'est-ce qui me prouve là concrètement dans ce contexte que la personne va partir, va me rejeter ou va m'abandonner? Rien. Mhm. Du coup, ce n'est pas suffisant, suffisamment factuel pour tirer cette conclusion-là. Donc, c'est disproportionné. Tu vois, si je me fige, si je rentre dans une colère, par exemple, parce que la personne, elle me répond pas suffisamment vite à un message, ou que je fuis, ou que je m'effondre, par exemple, eh ben, Mhm. ça montre vraiment que c'est disproportionné au contexte. Ouais, Tu moi vois, c'est un je peu crois plus que clair comme ça. oui oui bien sûr et ce que je voudrais rajouter à ça aussi c'est quand en fait ce genre de réaction là arrive souvent quand ce n'est pas basé sur les faits. Ça c'est quelque chose que tu as beaucoup répété et que Oui. maintenant j'applique à tout pratiquement parce que c'est très très important de vraiment comme dit Damien de pouvoir avoir cette faculté de vraiment avoir du recul sur une situation d'être un petit peu comme bah, on se détache un peu de son corps de la situation, on regarde d'un peu d'en haut et en fait d'un point de vue factuel, c'est l'inverse de ça en fait, c'est de l'interprétation. Souvent de fois, c'est ce qu'on fait tout le temps en fait, hein. On se dit bah oui, pour reprendre ton exemple, bah mon copain, il est sur son téléphone depuis une demi-heure, il me regarde pas, il répond à peine à ce que je dis. Forcément, il est en train de parler à une autre fille, Mhm. forcément, il est en train de penser qu'il va me quitter, etc. Tout ça, Exactement. c'est de l'interprétation, même si beaucoup de gens, en général, veulent dire, bah non, ça peut rien vouloir dire d'autre, c'est forcément ça. Non, on est tous différents, on a des expériences différentes, on a des façons de faire différentes, des façons de voir les choses différentes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un certain recul à avoir, ou quand ce n'est pas absolument factuel. Donc là, quand on parle de quelque chose de factuel, ce serait par exemple, littéralement, on voit un texto où il marque à une autre fille, oui, je vais quitter ma copine, je vais venir avec toi. Ça, c'est factuel. Ça, voilà, on peut pas dire autrement. Lui non plus. D'ailleurs, Exactement. c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, c'est un fait. Par contre, quand c'est nous qui voyons notre compagnon sur le téléphone depuis une demi-heure et que là, on se fait plein de scénarios d'histoire sans vraiment parler, vérifier avec lui, etc., pour essayer justement d'avoir des faits, effectivement, ça peut être complètement pardon, des réactions disproportionnées parce qu'en fait, on agit bah, notamment par rapport à nos blessures, à nos peurs, hein, d'être abandonné, d'être rejeté, etc., mais aussi sur l'interprétation. Et ça, vraiment, c'est important, je pense. Je pense que Damien, tu seras sûrement d'accord avec moi en disant que le système nerveux, finalement, ce genre de dérèglement, on arrive en fait complètement à en prendre conscience et à le gérer, notamment de par notre faculté à pouvoir reconnaître les faits et Oui. notre interprétation. Hmm. Entre autres, bien sûr, ça fait pas tout, Entre hein. autres. Bien sûr, Il y a bien pas sûr. très souvent dans le travail qu'on fait, il y a pas qu'un outil miracle, quoi. Bien sûr que C'est une non. succession de choses et de prise de conscience et d'outils à mettre en place. Mais cet outil-là, en tout cas, moi, je le trouve quand même pertinent et assez Oui, fort. C'est développer la partie de moi qui est rationnelle, qui vient m'aider à recadrer cette partie irrationnelle aussi. Bien oui, entendu, si j'ai été profondément blessé, ma partie rationnelle, elle est sous l'eau. Faut imaginer vraiment que quand je revis une blessure, c'est comme s'il y avait une vague qui montait complètement et qui me submergeait à ce moment jusqu'ici. Et cette vague qui me submerge, elle submerge ma partie préfrontale, ma partie qui m'aide à rationaliser. Donc c'est oui, normal, hein, faut pas s'en vouloir, faut ne surtout pas s'en vouloir. Sinon je mm, m'enlève de la mm, valeur quand je m'en veux, quand je me flagelle oui, parce que j'ai pas bien fait quelque chose par exemple. Donc voilà, c'est important quand même de être tolérant avec soi, de se rappeler oui, que si je suis blessé et que je suis submergé, c'est normal que j'ai du mal à rationaliser. Du coup, c'est pour ça qu'on doit travailler sur nos blessures. C'est que pour cette vague, c'est pour que cette vague qui arrive de blessure, elle ne vienne jamais bien plus haut que mon préfrontal, tout simplement. voilà, parce qu'on sera toujours touché, hein, quand on a Bien une sûr. blessure, c'est sûr qu'on sera toujours touché, on sera toujours plus sensible à ce genre de choses. Oui. Mais par contre, c'est vrai que une fois qu'on a pu regarder un petit peu les choses en face, essayer de travailler sur nous-mêmes et surtout être très très ouvert sur ce qui se passe et sur ce qu'on fait réellement, etc. C'est vrai qu'on peut arriver à ce niveau de conscience où oui, on sait que ça nous fait mal, on sait qu'on a ce genre de réaction, mais on peut du coup y réagir un peu mieux parce qu'on est au courant justement, hein.
c'est ça qui est aussi très, très intéressant. Et moi, il y a une image, Damien, que tu donnais tout le temps qui me reste en tête. Et à chaque fois que, comme tu dis, je me sens un petit peu submergée par cette vague, mais que je m'en rends compte, je sais très bien que c'est parce qu'il y a telle ou telle chose qui est arrivée. Et je sais que ça, c'est particulièrement gênant pour moi. Et en fait, je me souviens toujours de cette image qui est quand même, on va dire, elle est puissante, assez spirituelle, c'est vrai, mais elle aide vraiment. Il y a cette notion aussi d'enfant intérieur que tu disais beaucoup, qui représente finalement cette partie blessée de nous. Et Mm. la partie rationnelle, elle, représenterait plutôt de l'adulte, mettons qu'on est devenu. Oui. Et en fait, parfois, c'est vrai que quand on se sent submergé par ces émotions, c'est un petit peu cette partie-là de nous, donc un peu notre enfant intérieur qui prend le relais Mm. où il se sent blessé, qui essaie de prendre ses anciens mécanismes pour essayer de survivre, par Oui. exemple. Et en fait, à ce moment-là, tu me disais, voilà, en fait, c'est la réaction de tout le monde quand il nous arrive quelque chose comme ça et qu'on n'est pas content, qu'on se dit, ben non, c'est vrai, j'aurais pas dû lui crier dessus, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, c'était pas justifié. En fait, c'était mes blessures qui parlaient. C'est parce que je voulais pas qu'il parte, je voulais pas qu'il fasse ci, etc. Et en fait, on a tendance, comme tu disais, à se flageller beaucoup, à rendre la situation encore pire pour soi-même et à se Ouais. dévaloriser encore plus. On dit, ouais, voilà, tu sais pas faire, tu fais encore les mêmes erreurs, tu t'es vraiment bonne à rien. Enfin, tout ce qu'on pourrait se dire, cette petite voix dans la tête qui arrive. Et en fait, tu m'avais donné cette image, Damien, qui m'est restée, et je pense qu'il me restera jusqu'au bout et qui m'aide énormément maintenant. C'est que tu disais, voilà, imagine cette petite partie de toi, donc la petite Marion, dans mon cas, hein, mettons à 4 5 ans, vraiment fragile, Mm. etc., qui déjà là maintenant tout de suite, étant donné ce qui lui est arrivé, cette vague qui l'a submergée, c'est comme si elle avait une plaie béante, elle a du sang partout, elle a mal, elle a très mal. Ça représente la douleur qu'on ressent quand il nous arrive quelque chose relié à nos blessures. Ça peut être aussi petit qu'un rejet, comme par exemple on parlait des trucs, des relations amoureuses. Mm. On voudrait être avec quelqu'un, cette personne nous rejette. Ça peut avoir cet effet-là sur nous, qu'on n'est pas assez bien, etc. Et en fait, on s'en veut, on dit j'aurais dû faire ça différemment, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, etc. On se flagelle encore plus. Et tu me disais, quand on voit cette image de notre enfant intérieur, qui déjà il est blessé, il pleure, il a du sang partout, et toi, l'adulte, même la partie rationnelle, elle arrive et elle part dessus, elle lui donne des coups de pied. Elle lui donne Ouais. des coups de pied à ce petit enfant qui est déjà en sang. Mm. Et en fait, ça ne l'aide pas du tout. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est lui dire, bah écoute, oui, on a mal, on est blessé, je te comprends, je te prends dans mes bras. Et on va régler ça ensemble, on va voir ce qu'on Mm. a fait, on va voir comment on peut avancer comme ça. Et c'est vrai que cette image, en fait, pourtant très spirituelle de ces deux parties de moi, parfois, qui sont en contradiction, qu'elles arrivent à se prendre par la main et à se soutenir, et ben du coup, c'est vrai que ça aide, ça fait avancer. On se dit, mais en fait, oui, ça sert à rien de se flageller parce que nous aussi, on a cru peut-être bien faire et on agit par rapport à des choses qui nous font très mal. Et c'est pas facile à changer. Ça prend Mm. parfois même toute une vie finalement. Donc j'aime Carrément. bien cette image que tu m'as Mm. donnée. Ouais. Carrément. Et c'est vraiment développer de la tolérance pour soi. Et puis, par conséquent, de la tolérance pour les autres aussi, parce que bah, ils sont dans le même état, hein, sûrement à l'intérieur d'eux, hein, en fait. Hein. Oui, tout à Aujourd'hui, fait. Du coup, on peut voir ça en les autres aussi. Oui, ouais, oui. parce Ouais. qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société qui est très activante pour notre système nerveux. Donc, quand je dis activant, c'est qu'il capte vraiment du danger partout et assez facilement, hein, du coup. Hein. Je pense qu'on va enchaîner sur une petite question, une petite dernière, Damien, si ça te va. Oui, Je pense écoute. qu'on pourrait peut-être aborder un petit peu, genre, quels conseils est-ce que tu donnerais pour travailler un petit peu sur ces différents aspects, en gardant en tête, bien sûr, pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que je crois que j'ai déjà dit dans le premier podcast qu'on avait fait, mais c'est vrai que des conseils, c'est bien de les entendre, c'est vrai comme ça, quand on n'est pas forcément accompagné, mais il faut savoir aussi que quand c'est difficile, et souvent de fois c'est dans le subconscient aussi, ça se passe dans le subconscient, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de le faire soi-même, de s'en rendre compte soi-même et d'avoir les bonnes démarches soi-même. Donc c'est vrai que c'est bien parfois de pouvoir se faire accompagner de quelqu'un justement qui nous aide à aller au tréfonds de notre subconscient. Mais effectivement, il y a quelques petites pratiques qu'on peut essayer de faire pour essayer de travailler déjà en premier lieu sur ce genre de choses-là. Donc c'est ce que je posais donc à Damien. Ouais. Bon, bah, les pratiques aujourd'hui, on voit que effectivement, ça fait pas tout, hein, bien sûr. Ces pratiques-là que je vais vous donner, elles permettent pas de travailler sur vos blessures profondément. Elles permettent vraiment de baisser un petit peu le niveau d'alerte qu'il peut y avoir dans votre système nerveux, enfin qui lui l'engendre en tout cas.
On a vu que notre système nerveux, c'est notre corps. Ça veut dire qu'on va travailler avec notre corps, hein, avec tout ce qui est corporel, émotionnel, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Enfin, vraiment, c'est intéressant de travailler là-dessus. Les exercices qu'on peut avoir, c'est que ça peut être des exercices vraiment qui nous paraissent extrêmement banals, en fait, hein, du coup, qu'on peut avoir tendance à ne pas faire parce qu'ils nous paraissent un peu trop simplistes. En réalité, ils ont quand même un gros impact et je pense qu'un certain nombre de personnes seront d'accord avec ça. Bien sûr, Oui, les exercices que je vais vous donner ne fonctionnent pas pour tout le monde 100%, sinon ce serait un petit peu trop facile. À vous de trouver les exercices qui vous correspondent à vous, oui. spécifiquement à Tout à vous, fait. hein, aussi. Et aussi attention parce que les exercices que je vais donner, on n'a pas le temps de trop détailler non plus, mais il y a des exercices qui sont pour les personnes qui sont dans le figement, d'autres qui sont pour des exercices qui sont pour les personnes qui vont être dans le combat-fuite, par exemple, qui ne sont pas les mêmes états du système nerveux et qui vont donc forcément ne pas avoir les mêmes effets. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien reconnaître dans quel état de mon système nerveux je suis pour adapter les exercices. Par Oui. exemple, si je suis dans un sympathique, donc combat-fuite par exemple, c'est le mouvement, le sympathique, un exercice de respiration comme de la cohérence cardiaque ou de l'inspiration rapide, je bloque et j'expire plus longtemps. Ça, c'est des choses qui vont aider pour le sympathique, à détendre le sympathique. Par contre, si je suis en dorsale, donc dans un état d'effondrement, si je fais de la respiration ou de la méditation aux yeux fermés, ça peut être très angoissant pour ces personnes-là. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'abord de bien comprendre l'état de notre système nerveux et d'adapter les exercices. Dans tous les cas, tout ce qui va être psychocorporel, c'est intéressant de base pour la régulation de Mhm. notre système nerveux. D'accord? La respiration, l'automassage par exemple, sentir une odeur agréable, les étirements, on l'a dit, enfin l'autre ça va avec l'automassage, mais les étirements, donc faire du yoga par exemple aussi, voilà, tous ces exercices corporels du coup sont très intéressants pour la régulation de notre système nerveux, parce que il est dans notre corps et on parle aussi du nerf vague, hein, qui passe vraiment de haut en bas et qui passe par le cœur, les poumons, etc. Donc qui est directement connecté à notre rythme cardiaque. Donc si je ralentis mon rythme cardiaque avec la respiration, ça a directement un impact sur mon système nerveux. Et c'est assez Mhm. rapide. Voilà, donc tous ces exercices-là, ils sont vraiment pertinents. Ensuite, il y a des choses aussi à faire, mais à intégrer de manière plus dans le mental et dans le cœur aussi. C'est savoir que je mérite d'être aimé sans condition, par exemple. Et si je mérite d'être aimé sans condition, d'obtenir de la reconnaissance, de la considération, du respect, de la bienveillance, des choses comme ça, si je le sais que je le mérite profondément, dans ces cas-là, je suis capable aussi de ne pas accepter qu'on ne le soit pas avec moi. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui est très important pour commencer à se voir avec de la valeur. Tout à fait. Parce Oui, que oui. le réclamer des autres, ça passe aussi par d'abord se le donner à soi. Et Mhm. comment je me le donne à moi? Bah, c'est en n'acceptant pas qu'on soit irrespectueux, qu'on me considère pas. Attention, me considérer, ça veut pas dire on accepte tous mes besoins. Bien sûr que non, du coup. Non. Mais tes besoins m'intéressent, je voudrais pouvoir les prendre en considération. Bon, bah, je peux pas toujours le faire. Mais au moins, ils m'intéressent. Et au moins, toi, tu peux Oui. te sentir considéré de ma part, et donc, du coup, suffisante, ou en tout cas, importante pour moi. Mhm. Tu vois? Oui. Donc, ça passe par C'est ça. un vrai équilibre à avoir, ouais, ouais, c'est sûr. Voilà pour les exercices que je pourrais donner. Et puis quelque chose de vraiment, il me semble, extrêmement important à comprendre, c'est arrêter de faire des équivalences entre les choses. C'est-à-dire, si on m'aime pas, égal, j'ai pas de valeur. Tu vois? Si on m'aime pas, Oui. certes, je me sens en insécurité, mais en aucun cas, ça ne devrait conditionner la valeur que j'ai, en fait. Oui. C'est ce Et qu'on moi, disait au début. C'est oui, que comme on peut pas justement. être aimé de tout le monde, ben à partir du moment où je serai pas aimé forcément d'une personne dans ma vie, c'est obligatoire. Dans ces cas-là, comment je fais pour me donner de la valeur? J'en aurai jamais. Exactement, parce Tu qu'il y vois. aura toujours des gens qui t'aimeront pas. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant aussi, ce que tu m'avais dit une fois par rapport à ça, c'était que moi, notamment, j'avais
pas mal de problèmes justement à faire face justement des déceptions amoureuses, hein, ça arrive à tout le monde. Et moi, j'avais ce genre de blessure-là, voilà, de rejet, d'abandon qui arrive très fréquemment, hein, d'ailleurs, dans la population. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, Damien, c'est que souvent de fois, euh, on a tendance à penser que surtout quand c'est l'autre qui s'éloigne, quand c'est l'autre qui nous, entre guillemets, nous rejette, que parfois c'est même pas ça, et ben en fait, on a tendance à se dire, bah, j'étais pas assez jolie, j'étais Oui, pas assez intelligente, j'étais pas assez rigolote, etc. Et en fait, on se dévalorise comme ça. Alors que ce que toi, tu m'as dit, tout simplement, qui est parfois difficile quand même en soi à, à accepter, mais qui est fondamentalement vrai, c'est que tu disais, c'est pas forcément, ce n'est pas, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec si tu es assez ou pas. Tu es assez parce que tu es toi, tu as ta personnalité, tu as tes qualités, tu as tes défauts, etc. Tu es une personne à part entière. Donc, à partir de ce moment-là, tu es quand même quelqu'un d'important de toute manière. Et en fait, là où ça ne concorde pas, tout simplement, ça n'a pas forcément toujours un rapport avec toi. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas le centre du monde, en fait, hein. On n'est pas le nombril du monde non. non plus. Tout n'a pas un rapport avec nous. Et même dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, etc., parfois, c'est tout simplement, et là, je reprends tes mots, Damien, c'est que ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas au niveau de si tu es bien ou pas assez bien. C'est juste que, par exemple, on a des valeurs fondamentales peut-être Oui, différentes. On a tous des valeurs dans notre vie qui nous sont très chères et elles sont toutes différentes par rapport aux gens. Donc parfois, c'est pas forcément qu'on n'est pas assez bien, c'est juste qu'on est trop différents. On est tous les deux bien, peut-être, mais en fait, on ne s'accorde pas par rapport à ces valeurs. Aussi, peut-être tout simplement, bah, comment on dit, l'alchimie qu'on peut ressentir aussi, tout ce qui est aussi, par exemple, le timing, toutes ces choses-là, ça rentre en compte, ça rentre en ligne de compte. Et c'est vrai que ça, je trouve ça très intéressant de se dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché, mettons, avec cette personne ou avec cette situation, avec ce travail, que ça a forcément un rapport avec ma valeur. En général, ça n'a pas de rapport avec la valeur, c'est juste que les circonstances font que, et cette personne aussi a ses problèmes, ses expériences, ses envies, ses valeurs, etc. Et parfois, ça ne colle tout simplement pas. Mm. Et qu'il exactement. faut trouver ces personnes avec qui ça colle. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens avec qui on peut être soi, parce que du coup, on a les mêmes valeurs, et en fait, on se sent bien par rapport à ça. Et les gens qui nous aiment pas, et ben, en fin de compte, tant mieux. On va pas se changer pour eux. Pourquoi? Parce que on est des gens différents. Et si on se change pour eux, eux nous aimeront peut-être, mais nous, on pourra jamais être soi, donc on pourra jamais être heureux. Et en se changeant, on ne plaira plus à ceux qui nous aimaient tels qu'on était. Et dans ce cas-là, Exactement. pour moi, c'est vraiment un drame. Donc, Mm. ouais. Et Mm. on peut faire un lien par rapport à ce que tu dis, c'est que quand tu disais je suis pas le centre du monde, ça m'a fait penser à un truc important, c'est que quand on est blessé, notre système nerveux, il nous fait nous centrer sur nous, du coup, Oui, puisqu'on est dans un état exactement. de survie, tu vois. C'est ça. Donc, Ouais, ouais. de l'extérieur, ça peut paraître égoïste, tu vois. On va souvent Ouais. dire que les gens, ils le sont, égoïstes. Mais à partir du moment où ils sont dans un état de survie, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de se protéger? Mm, Tu exactement, vois. Donc, exactement. C'est oui, on pour est ça, auto-centré, ce mais que tu disais, en fait, de prendre du recul, d'essayer de prendre oui, du recul pour voir les choses un peu plus c'est ça. factuellement et de baisser cette Oui. intensité de danger, entre guillemets. C'est Mm, ça. Donc oui, on est auto-centré, mais c'est affreux de dire à quelqu'un qu'il est égoïste à ce moment-là. Si on lui dit, on crée du rejet de ce qu'il mhm, est, on crée du rejet, on n'est pas dans la connexion. Le système nerveux, il a besoin, donc on appelle ça le ventral. Et le ventral, c'est l'état de connexion. L'état de connexion entre toi et moi, par exemple, c'est un état de sécurité intense, du coup. mhm. Parce qu'on se sent compris de l'autre, parce qu'on se sent accueilli comme on est. Si on Ouais. veut que quelqu'un y soit vraiment lui-même, offrons-lui un cadre sécurisant, en Mhm. fait. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à qui que ce soit, à tout le monde. Ouais. De l'accueil inconditionnel, du coup. Ça ne veut Mhm. pas dire accepter quand la personne, elle fait de la merde, hein. Ça ne veut pas Oui, dire tout c'est-à-dire, autoriser. c'est ça, c'est pas accepter, c'est ça, c'est pas non plus accepter les blessures de tout le monde et c'est les comprendre parce que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent aussi. C'est pour ça que c'est important de vraiment aller plus profondément dans le sujet parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes, la psychologie, hein, c'est très complexe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont utiliser ces blessures pour dire ah bah ouais, mais je me sentais pas bien à ce moment-là, t'aurais pu être plus sympa. C'est Ouais. pas forcément une excuse en fin de compte. Donc c'est vrai que nous, en tant que personne, on n'a pas forcément
si je veux parler un petit peu plus vulgairement, on n'est pas forcément le punching ball des gens en Mm. fait. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, qu'ils sont pas contents de quelque chose, que ça c'est une blessure et qu'ils s'en prennent à nous par exemple, eh ben non, on n'est pas là pour accepter ça non plus. C'est Oui, vrai qu'il y a une différence à faire. même Mm. si je reconnais qu'elle est dans du combat-fuite. Donc Voilà, elle est même si tu le dans une sais. insécurité, Ouais, du coup. ouais, Donc je peux avoir de l'empathie pour la personne qui est en insécurité en face de moi, qui est dans le combat. Je sais que c'est difficile parce que ça nous touche personnellement, on est en train de se faire attaquer. Donc je oui, sais que c'est oui, très tout à fait. difficile hein, de se détacher de ça, hein, du coup. Cependant, effectivement, je n'accepte pas que tu me maltraites, hein. En fait, c'est pas OK. Exactement, Bien sûr c'est que c'est ça. pas OK, tu vois. Donc Ben, je peux hmm. poser les choses, c'est pas OK que tu me maltraites, mais voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi, pour que tu C'est en ça. arrives là. Et aussi, Tu tu vois. m'avais dit un truc très important aussi. Tu disais, en fait, quand tu es avec quelqu'un, bon, on va reprendre l'exemple des relations amoureuses, c'est que quand tu connais un petit peu les blessures de chacun, etc., après, c'est plutôt une question de est-ce que je peux t'accepter avec ces blessures et est-ce que j'ai envie de faire face à ces blessures avec toi? En fait, c'est une question qu'on se pose inconsciemment, finalement, quand on décide ou pas de rester avec quelqu'un. Est-ce Mm, qu'on voudra constamment le changer? Est-ce qu'on ne pourra pas accepter ces choses-là qu'il fait par mm, rapport à ça? Ou bien est-ce qu'on pourra l'accepter? Et je pense un exemple que je pourrais donner personnellement, où beaucoup de gens pourraient certainement se retrouver, c'est par exemple une ancienne relation que j'ai eue où justement cet homme avait beaucoup de problèmes par rapport à son passé et par rapport à comment il faisait face maintenant au futur. C'était quelqu'un d'assez négatif en général. C'était très très compliqué. En fait, il n'arrivait pas forcément à se remettre en question. Alors, je dis pas, moi, j'étais pas parfaite, évidemment, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est séparés, c'est moi qui ai pris l'initiative, et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, alors, du temps a passé, parce qu'au départ, évidemment, on n'est pas forcément objectif, hein, on sait tous, hein, quand on vit une rupture, on n'est pas objectif au départ, donc il faut prendre le temps mm, de vraiment guérir de ça, etc. Mais ce que je veux dire, c'est cette période de après, où quelques mois sont passés, et en fait, parfois, je pensais à lui et je me disais, bah, tout à fait ce que tu as raconté, Damien. C'est-à-dire que je ressens de l'empathie pour lui parce que je sais que ce qu'il fait, bah, c'est par rapport à ça et c'est par rapport au fait qu'il souffre et qu'en fait, je pense qu'il n'arrive pas à trouver de solution. Il n'arrive pas en fait, se poser les bonnes questions et peut-être n'arrive pas à rencontrer les bonnes personnes aussi pour pouvoir se les poser, ces mm, questions, pouvoir réagir, etc. Donc, en fait, j'ai de l'empathie pour lui parce que je pense qu'il fait ce qu'il peut, même si moi, j'approuve pas forcément ses méthodes. Mais en tout cas, je vois qu'il essaie, etc. Mais mm, moi, voilà, ce que tu disais, c'est ça, c'est que moi, par contre, en tant que individu, en tant que moi, je ne peux pas, je ne suis pas capable de vivre avec cette personne, je ne suis pas capable de pouvoir l'accompagner là-dedans. Alors, pas qu'on doit accompagner quelqu'un, on n'est pas en position de sauveur, hein, justement, comme on dit dans ah, la psychologie, mm, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pourrais pas, je le dis honnêtement, et c'est pour ça aussi qu'on s'est séparés, c'est que moi, je ne peux pas, je peux pas accepter ce genre de choses, je peux pas être indulgente, en fait. Même si avec le recul, je sais que j'ai de l'empathie. Et c'est assez paradoxal, mais je trouve que c'est un sentiment finalement important de ressentir, parce que c'est vrai qu'il a fait des choses qui étaient directement liées à moi. C'est-à-dire que moi, il m'a fait beaucoup de mal aussi hein, par rapport à mm, ça. Exactement ce que tu disais par rapport à ses blessures. Maintenant, je comprends très bien avec le travail qu'on a fait ensemble, tout le développement personnel que j'ai fait, les clics que j'ai eus. Maintenant, je comprends sa démarche, en fait, je comprends ses schémas finalement de survie. Mais c'était dirigé contre moi et moi, je n'ai pas accepté en fait non plus ce qu'il a fait. Ça m'a blessée, ça m'a humiliée parfois. oui, Et en fait, tout ça, oui, je peux le comprendre, entre guillemets, j'ai de la compassion, mais par contre, je ne l'accepte pas. Et je crois que c'est ça en fait la différence que je t'expliquais avec un exemple concret. Mm. mm, exactement. Voilà pour cette suite de podcast. Oui, Merci de nous avoir écoutés. On est très heureux de partager tout ça avec vous. J'espère que ça répond voilà au mieux à vos attentes aussi et puis vous arriverez mieux à comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Restez à l'écoute hein, pour nos prochains épisodes qui sortiront bientôt et on va pouvoir approfondir ensemble tous ces sujets. Et si vous avez bien entendu des suggestions de sujets à nous partager, mais ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter sur Instagram, sur la page Psychologie de la confiance pour partager ensemble.
Voilà. Merci Marion. Est-ce que tu as un mot de fin aussi à donner? Écoute, moi je suis ravie de faire ça aussi. Il y a tellement de choses à dire qu'on a l'impression que c'est vrai qu'on a besoin de survoler un petit peu tout. Mais étant donné qu'on a prévu de faire d'autres podcasts, j'espère qu'on pourra aborder ces questions un petit peu plus en profondeur. Mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est vraiment, je trouve, un côté du monde à découvrir finalement qu'on n'a pas forcément conscience au départ. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre sur soi, etc. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, avec Damien, on va préparer ces prochains podcasts à très vite. Super. Merci, à très vite et à très bientôt les bichettes.